C'est le 5e et dernier épisode de la série sur la pensée statistique. Dans le 4e épisode, on avait parlé de l'importance du test d'hypothèse, et aujourd'hui, on poursuit la discussion précédente, avec des constats un peu plus généraux sur la pensée des stats aujourd'hui. Par exemple, on va parler de la validité du test de QI, et on va parler de l'importance des stats dans le discours médiatique. On va aussi aborder d'autres thèmes, donc je vous souhaite une bonne écoute, et à bientôt. Souvent, dans beaucoup de cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre étude statistique, elle repose dans un cadre théorique. OK? Prenons un autre exemple. Il y a des controverses que, je sais pas, les gens de tel pays ont un QI plus bas que les gens d'un autre pays. Puis là, ça, c'est évidemment assez controversé parce qu'on est en train de dire que certaines personnes performent moins bien sur des tests d'intelligence. Donc là, l'idée qu'on va proposer, c'est de contrôler pour certaines variables. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On va dire, OK, on va contrôler pour le sexe, le statut socio-économique, on va contrôler pour X, Y, Z variables. Mais pour faire ça, il faut déjà que tu ailles l'idée que ces variables-là ont une influence sur le QI que tu mesures. T'sais. Donc, il faut que tu ailles déjà un système théorique pour même commencer à contrôler des variables. Puis, souvent, on n'apprécie pas ça. On n'apprécie pas le fait que notre étude statistique, qui se résume à faire un test d'hypothèse ou plusieurs tests d'hypothèse, si j'ai aucune idée du domaine dans lequel le test a été fait, je peux pas juste regarder la p-value puis dire « Ah, mais tu sais, c'est scientifique, c'est statistiquement significatif. » Ça veut rien dire parce que il faut comprendre que tout ça repose sur des hypothèses, sur de la connaissance qui vient d'une théorie ou d'une idée ou d'un cadre méthodologique donné. Tu sais. Mais tu sais, mettons, si c'est peut-être autre chose, c'est peut-être ça un peu que tu essaies d'expliquer, mais moi, un peu aussi, comment je le perçois, c'est que, mettons, la personne qui a conçu le test, s'il donne le même test à tout le monde, tu sais, la personne qui a conçu le test a tellement une grande influence dans ça va être quoi les réponses qui vont être données, parce que, justement, tu sais, si tu choisis... Un test de QI, par exemple? Oui, exact. Oui. Le test de QI. Ben oui. Puis, tu sais, par exemple, la personne qui va avoir créé le test, si elle est habituée de faire des tests de QI qui prennent, par exemple, certaines questions ou des énigmes, en parenthèse, de logique et qui sont formulées de telle manière ou qui sont faites de telle manière, ça se peut aussi que, admettons, si tu fais le test dans une autre culture, que eux, ils sont pas habitués avec cette manière de montrer ces éléments-là, puis que oui, ils scorent plus bas, mais c'est parce que, cette culture-là a une totalement autre façon de voir ou de conceptualiser certains éléments. Oui. Puis, tu sais, si tu mettrais ça à l'inverse, que c'est eux qui feraient... que tu mettrais des questions un peu dans leur point de vue, peut-être que tous les résultats changeraient. Oui. Puis je dis pas que c'est vrai à 100% ce que je dis, mais je dis comme ça se pose quand même comme question de dire c'est wow minute, là. Ça se peut que ouais, c'est ça. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que les tests de QI ont été déployés massivement pour la première fois dans les années 20. Pendant ou après la Première Guerre mondiale, mais sur les soldats. Je sais pas si tu connais un peu l'histoire des tests de QI, mais pas du dans tout, le fond, c'est exactement ça qui s'est produit. Okay? C'est pour revenir à nos théories de racisme scientifique dans lesquelles les stats ont évolué au 20e siècle. Mais c'était exactement ça. C'était, OK, un psychologue a inventé le QI, puis là, il voulait populariser ça. Fait qu'il a réussi à faire un deal avec l'armée. Et regarde, moi, j'ai un test, donne-le à tous les soldats. Tu vas pouvoir trouver les soldats intelligents, lesquels devraient avoir en vue une carrière de commandement, lesquels doivent rester des fantassins parce que, évidemment, ils ne pourront jamais gérer des gens. Puis, ils ont donné les tests de QI à toute l'armée. Puis quand tu regardes comment ça s'est fait en pratique, okay, il y avait beaucoup d'analphabètes. Fait que là, ils ont créé un test basé purement sur des images pour les analphabètes. OK?
En se disant, OK, mais on veut pas que l'alphabétisme ait un impact. Mais Puis, attends, mais quand tu dis pour les analphabètes, est-ce qu'ils ont donné le même test non. aux personnes qui étaient? Non. Si Ben, tu étais déjà là, lettré, ça- c'était un test avec des mots, puis il y avait des casse-têtes de lecture. Et même, il y avait des gens qui ne savaient pas compter. Fait que dans le test, ils devaient poser des questions de nature numérique, mais avec des images, tu sais. Fait que là, Mhm. par exemple, tu regardes ces tests-là, il y a des images, il y a des questions, c'est littéralement des questions de culture. Genre. C'est comme, c'est quoi que la personne ici est en train de faire? Ou comme, c'est quoi l'objet qui manque dans l'image? Puis genre, il y en a que c'est comme, c'est relié au baseball, des trucs comme ça, genre. Puis dans l'armée, il y a plein d'Américains, plein d'immigrants qui viennent pas des États-Unis, qui ont aucune idée, là, c'est quoi le baseball, tu sais, ça existe pas, puis ils comprennent pas. Puis là, ils regardent ça, puis sont comment regarder les gens qui sont pas blancs, ils sont vraiment stupides, genre. Puis c'était vraiment, comme littéralement ça, puis c'était des scientifiques de renommée, tu sais, c'était pas un quack dans son coin, là, tu sais, c'était des grands psychologues à l'époque. Ben oui, puis man, puis poser des questions de culture générale, honnêtement, tu sais, je veux dire, Ben oui. ça va plus montrer à quel point tu lis le journal le matin, là. Ben exact. Comme, si on s'en fout, comme, c'est pas supposé d'influencer ton QI, là. Non, mais c'est ça. Ben, Puis, peut-être un peu, je sais pas comment c'est formé, mais en mais même même temps, je trouve l'idée, ça... tu sais, il y en a qui vont dire, même l'idée d'un QI, ça marche pas vraiment, tu sais, de dire qu'il y a une mesure comme de l'intelligence qu'on peut localiser, qu'on peut mesurer en faisant des tests. Qu'est-ce qu'on mesure non, vraiment, ben, tu sais? il y a bien des problèmes avec ça. Juste, je pense que d'appeler ça un quotient intellectuel, Mhm. je pense, premièrement, c'est vraiment prétentieux là, de Mhm. pouvoir dire que ton quotient intellectuel, c'est comme un chiffre, puis que comme Ouais. tu peux créer une courbe, puis placer les gens. Je trouve ça assez étrange juste en tant que tel, mais, Ouais. mais je pense que ton exemple, ça vient prouver à quel point il y a des problématiques. C'est ça. T'sais. Puis en fait, je pense même à la base de montrer, de dire, OK, mais que tu sois un analphabète ou non, on voudrait que tu puisses pouvoir faire le test, Mhm. puis de donner un test différent Ben oui. à ceux qui peuvent lire, Mhm. ben, ça change tout. Ben oui. Puis, encore plus flagrant, tu sais, si tu regardes comment les tests ont été conduits en tant que tels, c'était le désordre total. T'as des gens qui parlaient à peine anglais, t'as des immigrants qui sont là, ils se font crier des instructions de faire un test. Il y en a qui n'avaient jamais tenu un crayon, ils savaient pas quoi faire. Puis là, t'as des instructeurs qui passaient à côté, puis vu qu'ils parlaient pas anglais, ils pouvaient juste pointer « Fais le test ». Puis là, puis même les scientifiques qui ont fait les tests, ils reconnaissent tout ça, mais ils ont toujours un moyen de comme donner un argument sur pourquoi c'est pas grave ou sur pourquoi comme leur test mesure bien. Puis là, des fois, j'ai fait un test de QI, puis les Noirs américains ont mieux que les Blancs. Puis là, ils trouvent des excuses du genre, mais ces Blancs-là, c'est des pauvres, puis ces Noirs-là, c'est comme les Noirs les plus riches parce qu'ils habitent proche de l'eau. Tu sais, c'est des affaires qui ont genre aucun bon sens, là. Fait que la leçon à tirer de ça, c'est juste que il faut être vigilant quand on nous présente des chiffres. T'sais. Parce que si on n'est pas à l'affût de comment ces chiffres-là ont été collectés, comment ces chiffres-là ont été traités, dans quel contexte, pour répondre à quelle question, au final, des chiffres veulent rien dire pour nous. T'sais. Ben absolument. Puis, tu sais, d'un point de vue, c'est bien de vouloir, je pense, c'est quand même bien de vouloir essayer de trouver un moyen d'objectiver les choses, puis d'essayer de comprendre les choses d'une manière objective. Mm-hmm. Mais là, on a vu tous les désastres que ça pourrait mener, justement, avec le racisme, puis les sciences qui ont été faites pour des mauvaises raisons, dans le passé, qui, tu sais, que, justement, il y a des limites à l'objectivation, l'objectivisme. Ouais, ben non, mais c'est drôle, c'est intéressant que tu dises ça parce qu'un des historiens dont j'ai lu 2 de ses livres pour préparer le podcast, c'est un Américain, je crois, il s'appelle Ted Porter. Puis un de ses livres, il est un peu moins historique puis plus philosophique. Puis il va s'intéresser à l'objectivité, puis il va, dans sa conception, dans la thèse qu'il défend dans le livre, c'est que les statistiques
dans le 19e siècle, sont devenus ce qu'il appelle des technologies of trust. Puis c'était justement, surtout aux États-Unis, dans un désir d'être public, d'être ouvert, d'être démocratique, d'être objectif. Ça devient suspect des opinions d'experts. Donc, ça devient suspect de juste se fier à l'expertise de quelqu'un. Donc, pour un peu se dédouaner de ces suspicions-là, on a commencé de plus en plus à présenter des chiffres, de plus en plus à dire, OK, j'ai pas juste mon opinion, voici ce que j'ai pour l'appuyer. Puis, selon lui, c'est pour créer un peu un climat de confiance dans des instances publiques surtout, qu'on en est venu à utiliser autant les chiffres. OK. Fait que dans le fond, les gens faisaient plus tant confiance à l'autorité ou exact. À la notoriété, mais là, on venait appuyer ça avec des chiffres. C'est ça. Donc, par exemple... qui pourrait être présenté de façon... construire... excuse. Ouais, c'est parce que ça l'a coupé le Discord, fait qu'on s'est... Donc, par exemple, l'armée américaine, des ingénieurs de l'armée voulaient construire un canal, OK? Ou construire un barrage. Mais là, que les officiers de l'armée, les ingénieurs disent selon notre expertise, la société va beaucoup bénéficier de ce barrage-là. Mais là, c'était plus suffisant. Là, c'était comme, OK, mais il faut quantifier les retombées économiques, si on veut. C'est quoi les coûts, c'est quoi les bénéfices? Puis, Porter, dans son livre, ce qu'il essaie de montrer, c'est que c'est comme ça qu'on en est venu à mettre les chiffres un peu partout dans la société. C'est pour créer de la confiance dans les institutions, que les institutions font les choses pour le bien des gens et non pour leur propre bien. Mm-hmm. Ouais. Mais les chiffres sont rendus partout, là, justement. Oui, c'est ça. C'est... Puis tu sais, on peut... Regarde, j'avais trouvé des exemples. Pendant que je préparais le podcast, je lisais les nouvelles, puis c'était comme ça pleuvait, là, les exemples de exactement l'idée de la confiance, tu sais. Donc, le 9 mars, il y a quelques semaines, il y avait une petite controverse sur le fait que au ministère de la Justice, ils accusaient un certain tribunal d'obliger des juges québécois à être bilingues. Okay? Puis là, ils disaient que il devrait pouvoir y avoir des juges qui sont unilingues francophones parce qu'on est au Québec. Okay? Puis là, une des juges, dans la presse du 9 mars, a dit elle a admis que son équipe ne se basait pas sur des données statistiques pour évaluer quels postes doivent être pourvus par des juges bilingues et quels postes peuvent accueillir un juge qui ne parle pas anglais. C'est plutôt l'expérience de terrain qui mène à ces déterminations, a-t-elle expliqué. On l'exige quand on pense que c'est nécessaire, a fait valoir Lucie Rondeau, soulignant que les lois constitutionnelles donnent le droit à tout citoyen d'être entendu dans la langue officielle de son choix à chaque étape du processus judiciaire criminel. Un travail de cueillette statistique est en cours. Là, on voit un exemple parfait de la thèse de Porter que c'est suspect que la juge dise selon notre expérience dans la cour, quand on vous dit qu'on a besoin d'un juge bilingue. Puis là, tout de suite, c'est quoi le réflexe? C'est on va aller cueillir des données pour vous le prouver. Tu sais. Ben oui, puis justement, au début, la manière que c'est formulé, c'est justement... elle a admis que son équipe ne se basait pas sur des données statistiques. C'est ça. Elle a admis c'est une faute. Tu sais. Exact. Fait que c'est carrément une critique au début. Mm-hmm. Puis même si je comprends, je peux comprendre d'un point de vue, OK, il faudrait... Mais ça fait juste bien démontrer ton principe que juste dans cet échange-là entre les deux, c'était comme... Mm-hmm. Si t'as pas de données statistiques, tu sais pas. Tu peux pas le savoir. On peut pas. Puis c'est peut-être pas nécessairement que tu le sais pas, mais c'est qu'on peut pas te faire confiance. Oui, c'est vrai. Puis là, je prends la grille de lecture de Porter, tu sais, c'est juste parce que je lisais ça puis j'ai vu ça, tu sais. On pourrait peut-être l'interpréter d'une autre façon, mais je pense que ça illustre bien son principe. Puis un autre exemple, ce serait par exemple dans les universités. Un prof peut plus donner une appréciation subjective de la performance d'un étudiant. T'sais.
c'est très suspect faire ça. Là. Tu peux pas dire « Ah, mais je le sais qu'il est bon, tu sais. Fait que je vais lui donner un A. » C'est comme « Non. Il faut que ce soit un examen, que tout le monde fasse le même examen, que tout le monde soit corrigé de la même façon, puis que les notes soient des reflets objectifs de la performance dans un examen. Tu sais. Et pour le meilleur et pour le pire. Parce que... Ben oui, absolument. Puis quelqu'un que je connais fait des entrevues au gouvernement. C'est quelqu'un qui les forme, là, qui les dirige, en fait. Là, Puis dans le fond, dans les entrevues au gouvernement, t'as un point si tu mentionnes telle chose, t'as un point si tu mentionnes telle chose ou telle chose. Donc, c'est vraiment rendre totalement l'entrevue objectif. Puis je suis sûr qu'ils ont des bonnes raisons de le faire. Okay? Parce que justement, le gouvernement, habituellement, c'est les premiers qui sont là pour mettre des quotas plus progressistes. Fait que ça rentre, puis c'est bien que ça soit là, d'après moi, mais ça montre quand même un peu le portrait que l'entrevue est complètement objectif. Puis, tu sais, je veux dire... Ça, on peut se le dire que des fois, ça devient presque absurde, tu sais, parce que au final... surtout le fait c'est pas objectif. Il y a des points... Exactement, tu sais. Ben, il y a des choses qui sont très difficiles à objectiver. Par exemple, est-ce que ça va être une bonne personne avec qui collaborer au day-to-day? C'est quand même important pour un climat de travail, mais c'est dur à rendre ça sur des points sur un papier. Ouais, mais tu sais, c'est parce que c'est clairement... C'est purement subjectif. Puis, je dis pas que c'est correct, mais on pourrait argumenter que ça l'est, tu sais. Que je devrais avoir le droit subjectivement de choisir qui je veux m'employer. Je dis pas que je suis de cet avis-là, mais je pense que certaines personnes pourraient défendre ça sans nécessairement ça peut se défendre, des bêtises. Absolument. Ça peut se défendre comme point de vue. Là. Mais c'est suspect aujourd'hui de se défendre comme ça. Surtout dans un climat public. OK. Mais pour finir, je vais juste te poser la même question que je t'ai posée tantôt, qu'on n'a pas été dans les détails. On a dit qu'on allait finir ça en fin de podcast. Mais je pense que ça pourrait wrapper le tout bien. Ouais. Dans le fond, j'avais expliqué comme quoi je voyais que dans le dernier épisode de Thomas Kuhn, Les Révolutions scientifiques, on avait expliqué que dans le fond, la manière que les sciences et la manière que les statistiques sont utilisées dans les sciences sociales. On avait dit nos avis là-dessus, toi précisément. Puis là, je pense que dans tes recherches, tu t'es un peu rendu compte que finalement, la base de la statistique, elle a été faite en premier lieu pour des causes sociales ou dans les sciences sociales. Je voulais juste savoir, tu sais, c'est quoi ton avis maintenant par rapport à ce que tu as dit la dernière fois ou par rapport à la statistique dans les mouvements sociaux? OK. Ben, ça n'a pas été renversé complètement. Donc, mon opinion est un peu dans le même ordre d'idée. Si on veut, elle a évolué un petit peu. Donc, ce que je dirais, c'est que l'utilisation des stats, malheureusement, souvent, beaucoup de personnes, même si elles sont scientifiques, vont utiliser des choses qu'elles ne maîtrisent pas aussi bien qu'elles le croient. Donc, ça peut être un problème. Okay? Donc, je ne dis pas que ce sont tous les chercheurs en sciences sociales. Au contraire, je suis sûr qu'il y en a qui sont très, très forts dans leur utilisation des stats. Mais ça, c'est un problème parce que, comme j'essaie d'expliquer, déjà, il faut comprendre les stats si on veut les appliquer. Puis l'autre problème, c'est les personnes qui reçoivent ces données-là. Et donc, quelqu'un qui n'est pas nécessairement un chercheur dans une certaine branche, cette personne-là, par exemple comme moi, je pourrais être calé en stats, okay? Je pourrais très bien comprendre les stats, mais je pourrais ne pas comprendre le contexte théorique, le contexte méthodologique, le contexte dans lequel les stats ont été utilisés. Fait qu'il y a comme deux précautions à prendre. Quand on utilise des stats, peut-être faire toujours un effort pour
comprendre vraiment ce qu'on fait. Puis juste pour donner un exemple, je connais des gens qui... J'ai un ami qui est en biologie, par exemple, qui était en biologie, qui ne l'est plus. Puis, tu sais, lui, il n'a aucune formation en stats, puis là, il se ramasse à faire de la recherche, puis parce qu'il est rendu au doctorat, maîtrise doctorat, etc. Puis là, c'est quoi la façon que les nouveaux chercheurs vont s'introduire aux stats? Ben, c'est qu'on va leur dire, voici le logiciel R, qui est le logiciel de stats universel, qui est un logiciel open source sur lequel on peut downloader des packages qui vont avoir du code préécrit. Entre autres, plein de types de tests d'hypothèses qui sont communs dans sa branche de la biologie vont déjà avoir été programmés. Puis là, toi, tu as juste à faire test d'hypothèse sur mes données. Tu rentres quelques lignes de code. Boum! Tu reçois des tables, des graphiques, des tests d'hypothèse. Puis ça, c'est pas que c'est problématique en soi, mais si une personne n'a pas les capacités ou la curiosité d'aller comprendre comment ça a été fait, ça va devenir un peu juste comme un dogme dans le domaine de recherche. C'est comme il faut qu'on prenne tel type de modèle, puis personne pourrait vraiment expliquer rigoureusement pourquoi c'est ça qu'ils utilisent. Donc, je doute pas que cet ami-là, s'il avait fait carrière là-dedans, après 10-15 ans, peut-être qu'il serait capable de bien expliquer les faiblesses et les forces de sa méthodologie statistique. Mais je pense juste qu'il y a peut-être une précaution à prendre pour des nouveaux chercheurs qui n'ont pas le bagage parce qu'ils n'ont pas vu ça de façon assez détaillée dans leurs études pré-recherche, si on veut. Ouais. Puis aussi, en fait, j'imagine que ça touche toutes les branches. Dès que tu touches à la statistique ou toutes les branches si on rentre dans la programmation, dans l'exemple que tu as donné, par rapport aux codes qui ont déjà été écrits et tout ça, je pense vraiment la problématique se retrouve au fait que quand ça touche les humains, ça impacte des gens. Exact. Si une personne se trompe ou ne comprend pas les données par rapport aux astres ou quoi que ce soit, directement, ça ne va pas impacter des gens, mais on a vu dans le passé que beaucoup d'erreurs sur les études ont impacté les gens grandement, puis des fois de façon très négative. Fait que, non, c'est ça. Puis c'est cette espèce d'utopie scientifique que on peut un peu, à travers des recherches, rendre la vie de tout le monde parfaite. Des fois, c'est peut-être au détriment de certaines personnes, puis on s'en rend pas compte. Puis c'est ça qui est dommage, comme tu dis, c'est qu'il y aura peut-être des personnes qui pourraient souffrir de ça sans qu'on ait voulu nécessairement les faire souffrir. Puis je finirai avec une question très très pointue. Je suis juste curieux. Moi, j'aime tout le temps ça, ce genre de choses-là. Est-ce qu'il y a pas un théorème, mais est-ce qu'il y a par exemple une information ou un concept que la majorité croit que c'est vrai, qui a été basé sur des stats, par exemple, puis que le consensus vraiment scientifique sur les stats, c'est que c'est faux, que ça n'a pas lieu d'avoir d'être? Non, je sais pas. On va couper ça. Non, mais c'est une bonne question, là. Attends. Genre comme une idée statistique qui est dans le fond qui est juste complètement fausse. Là. Ouais. Ou une idée qui est basée sur les stats que... Tu sais... mettons là, en ce moment, j'ai le ruissellement économique en tête. Que sérieusement, je sais pas si c'est vrai ou non, mais c'est quelque chose qui est admis par tellement de gens comme étant vrai. Je me dis, ça a-tu vraiment des fondements statistiques et ce genre de choses-là, en fait, ce genre de concept que... Mais c'est que dans beaucoup de sciences humaines, des fois, ce qu'on oublie dans les sciences sociales, c'est qu'il y a des écoles de pensée. Puis ça, je pense qu'on s'en était parlé, mais
en économie, c'est, du moins dans ma formation, dans les cours que j'ai fait d'économie, c'est jamais admis qu'on est en train d'apprendre une école de pensée. C'est pas mauvais d'apprendre une école de pensée, mais il faut juste être conscient qu'il y en a d'autres. Oui, ouais. Tandis que dans les universités, du moins dans le cursus mainstream d'économie, c'est comme... Il n'y a pas beaucoup de place à ce qui n'est pas l'orthodoxie économique. Puis, si tu regardes l'histoire de l'économie, qui est un bon exemple d'une science sociale qui s'appuie énormément sur des chiffres, ben, il y a eu tellement de problèmes fondamentaux, philosophiques, épistémologiques, tellement de courants de pensée, tellement de façons d'approcher les choses, tellement de conception de c'est quoi une bonne économie, c'est quoi une bonne gestion de l'économie, c'est quoi... ça touche à des notions de liberté, à des notions de justice, à des notions d'équité. Puis, tu sais, il faut juste se rendre compte que peut-être qu'on n'en sait pas autant qu'on le pense. Qu'il y a peut-être d'autres façons de voir les problèmes qui sont tout aussi intéressantes qu'on ne voit pas nécessairement à l'école. Je pense que ça pourrait toucher à n'importe quelle branche, mais j'ai l'impression que dans beaucoup de sciences sociales, on est plus conscient de notre participation dans une école de pensée. Comme je pense qu'en sociologie, on est conscient que on apprend dans une école de pensée. Je pense que même dans le même département de sociologie, il va y avoir des écoles de pensée différentes. Tandis qu'en économie, il n'y a pas vraiment ça. Ceci clôture notre série sur la pensée statistique. Il a été question de retracer brièvement l'histoire de la pensée statistique de ses débuts probabilistes jusqu'à aujourd'hui, où la statistique est profondément ancrée dans le discours public et le discours scientifique. Restez à l'affût sur les réseaux sociaux et ou sur votre plateforme de podcast préférée pour nos prochains épisodes qui paraîtront sous peu.